C'est quoi les secrets qui ont permis à ces différents portraits de rentrer dans l'histoire? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors attention, vidéo un petit peu particulière, hein, puisqu'il s'agit en fait de la captation de la conférence que j'ai donnée au Salon de la Photo, début octobre. Donc si t'étais pas là, tu vas quand même pouvoir en profiter, c'est pas cool ça? Voilà, merci au Salon de la Photo de me laisser remettre les images sur ma chaîne. Merci aussi à l'équipe d'Atelier B, la boîte qui a fait les enregistrements, avec une équipe très sympa. Ils ont fait un super travail de montage, hein, mais je me suis quand même permis de te mettre les photos dont je parle en plein écran, en meilleure qualité. Voilà, sinon je vais pas toucher le rythme, hein, histoire que t'aies le truc tel quel, tu vois, comme si tu y étais. Tu sais, avec mon stress de voir le chrono défiler à toute allure. Oui, parce qu'à des moments, quand je suis là à dire arrête de me mettre la pression, en fait, je parle à un écran avec un timing, tu vois. Je suis pas en train d'agresser une personne dans le public. C'est juste qu'en fait, on a le droit à une demi-heure, c'est ultra short. Voilà, et écoute, c'est parti. Eh ben ça commence, parfait. Eh ben bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, tout le monde est bien installé, tout le monde est chaud. Ouais, public super enthousiaste, j'adore. Je vais commencer tout de suite par me présenter rapidement pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas, qui sont arrivés par hasard, peut-être attirés par le titre. Je m'appelle Nicolas Doretti, je suis photographe et réalisateur. Et entre autres activités, j'ai aussi une chaîne YouTube où en fait l'idée c'était de présenter les coulisses de mes shootings photos. Voilà, vous amener plutôt du côté pratique et pas du côté vraiment trop théorique ou complexe de la mécanique. Je suis plutôt connu pour être portraitiste et photographe de rue, mais l'idée c'était aussi de tester un petit peu tous les genres photos, même ceux que je connais pas. Et d'explorer par exemple la photo culinaire avec une jeune femme qui est présente ici, photographe de food, de la mode, j'ai fait de l'urbex, j'ai fait un petit peu tout. Voilà, ça c'était la chaîne de base que vous pouvez aller voir. Il y a quelques mois, j'ai pris un petit virage à 180 degrés et je suis plus dans mon métier de réalisateur, je fais du documentaire aujourd'hui. Voilà, donc c'est des formats longs, c'est toujours sur la photographie. Mais en gros, je raconte l'histoire d'un ou d'une photographe et de l'impact de ces images sur notre société et dans l'histoire, sur des sujets, comme vous le voyez, très joyeux. Tout ça pour dire que la chaîne a pris un virage un petit peu plus culturel. Et la culture, eh bien, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Aïe, le piège, désolé pour tous ceux qui pensaient que j'allais vous dire en fait il suffit d'appuyer sur ce bouton sur votre appareil et vous aurez des super portraits, c'était ça le secret. Non. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer des photos que normalement vous devriez connaître. Voilà, des photos qui ont marqué l'histoire et on va essayer tous ensemble, parce qu'il va falloir participer, j'ai vu que vous étiez chaud, à essayer de déterminer ce qui a fait de ces portraits déjà ce qui en font des bons ou des mauvais portraits, et ce qui a fait qu'ils ont marqué notre histoire. Est-ce que ça vous va? Oui. Super. Eh ben, on va commencer par s'échauffer. Oui, alors par contre, je vais donner du rythme, je suis désolé, mais on n'a que... Quoi? Oh, ok. On va donner du rythme parce que vraiment, le chrono est très agressif. Alors, on commence. Par lever de main, déjà, qui a déjà vu cette image? Ok. 1, 2, 3, 4. Ok. Assez peu de monde. Attention, tous en haut, je vous regarde aussi, vous pouvez participer, donc par lever de main, ceux qui connaissent cette image. Ok, très bien. Maintenant, question piège. Qui est capable de me dire le nom de l'auteur ou de l'autrice de cette image? Et d'un coup, aucune main se lève. Ok. Est-ce que tu peux hurler le nom? Bien joué. C'est très bien. Auguste Sander, effectivement, photographe du début de ce siècle. Auguste Sander, c'est un gars qui se dit ok, moi je suis dans un trip très balzacien. Ce que je vais faire, c'est que je vais représenter la société qui m'entoure. Je vais représenter les gens de mon époque et je vais le faire visuellement à travers la photographie. Donc il va sortir un premier ouvrage qui s'appelle Visage de notre temps. Et ensuite, des grosses anthologies qui s'appelleront Les hommes du XXe siècle, hommes avec un H majuscule évidemment, donc hommes et femmes. Et en gros, son idée, c'est de photographier les gens qui l'entourent, différents corps de métier, comme des artisans, des industriels, des maçons, etc. Et dans toutes les classes sociales de la société, donc autant bourgeoises que des gens plus pauvres, des gens du voyage, etc., de tout horizon. Voilà, ça c'est son idée de base. Et il nous sort un jour cette image
qui, vous l'avez vu tout à l'heure, s'appelle Young Farmers ou Jeunes paysans allant au bal en français. Et maintenant, le but, c'est de déterminer pourquoi cette image apparaît aussi souvent dans des livres d'histoire. On va commencer simplement. Est-ce que quelqu'un ici a une idée de pourquoi ça en fait c'est un bon ou un mauvais portrait selon vous? Allez, n'hésitez pas à participer, même un petit mot, même un truc. Attention, moi je suis vraiment un bâtard, je vais interroger au pif. Ah. Alors, dites-moi. Effectivement, tu viens de spoiler la fin de la présentation de cette image, donc j'espère que personne n'a entendu. En fait, là, au départ, il faudrait déjà déterminer visuellement ce que ça nous évoque. Parce qu'effectivement, je vais parler de tout le contexte de cette image, qui est extrêmement important, comme tu le sais déjà. Mais d'abord, visuellement, tout simplement, prenez-le comme une image normale. Qu'est-ce qu'on voit déjà dans une image et comment on l'analyse? Est-ce que quelqu'un déjà veut se faire un petit trip en disant « bah moi je pense que l'image fonctionne à cause de… » Allez, un courageux. Tu sais quoi, je viens même jusqu'à chez toi. Hop. Je pense que c'est des jeunes hommes qui peut-être vont partir au combat plus tard. Donc ils ont des cannes, je suppose, pour pas tomber dans la boue. Il y a de la boue visiblement. Donc c'est anachronique, quoi, des jeunes hommes avec des cannes. D'accord. T'as dit pour partir au bal? Là, ils vont au bal. Et après, oui, il est aussi en train de spoiler la fin de l'image. C'est terrible. Alors, en fait, cette photo est extrêmement importante et connue et fantastique parce que la technicité de l'image raconte l'histoire qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est la composition qui nous illustre qui illustre le propos de l'image. D'abord, effectivement, la légende aide à comprendre. Jeunes paysans allant au bal. Est-ce que c'est des gens qui sont en train, dans un champ, de ramasser de la terre? Non. Ce sont des gens bien habillés, en costume. Ce qui trahit leur classe sociale, déjà, ce sont leurs chaussures. Des chaussures usées, des chaussures qui sont dans la boue, qui sont ancrées dans la terre auquel ils appartiennent. On a aussi cette démarcation. Ici, on a une première partie de l'image, les chaussures et leur ancrage dans la terre. Ensuite, on a leur corps. Comme je le disais, ils sont endimanchés. Les paysans ne s'habillaient pas comme ça. C'est la première génération à accéder à ce type de tissu, à avoir des costumes, etc. Et là, effectivement, ils se dirigent au bal. Il y a les cannes, comme tu le dis, qui sont aussi un marqueur social, qui était un marqueur plutôt bourgeois, mais qui commence à atterrir dans une autre classe sociale. Et on a le champ, qui lui évoque la culture, l'agriculture, etc., qui lui est dans le fond. Il se fond dans le flou. Il disparaît dans le flou. Ensuite, on a cette coupure extrêmement nette sur leur tête. Leur tête est dans le ciel. Leur esprit est déjà au-delà. Cette image illustre, par sa composition, en fait, au début du siècle, le passage du primaire au secondaire. Le passage de l'agriculture à l'industrie. Ce qu'il faut savoir sur ces jeunes gens, oui, ils sont bien fermiers, paysans, c'est-à-dire qu'ils vivent dans une ferme, ils ont travaillé toute leur enfance dans la ferme, dans le champ de leurs parents, ils travaillent sûrement aussi dans le champ pendant les vacances, etc. Mais c'est qu'en fait, les Young Farmers, comme le titre l'indique, deux d'entre eux travaillaient dans une mine et un dans une usine. En fait, c'est la photographie qu'on associe souvent au début de notre modernité, à la fin de l'ère industrielle, et au début du XXe siècle de notre propre modernité. Et, comme l'a spoilé madame, c'est que le prix qu'ils ont dû payer pour cette modernité, eh bien, c'est la guerre. Si vous l'aviez vu, la photo a été prise en 1914. Ils seront tous envoyés à la guerre. 2 d'entre eux seulement reviendront vivants. Voilà. Ça, c'était pour se chauffer, pour essayer de comprendre un petit peu le principe. Et maintenant, on va aller sur une image que vous connaissez forcément. Je veux voir toutes les mains se lever quand je vais faire « Au fait, avez-vous déjà vu cette image ? Au fait, avez-vous déjà vu cette image ?» Ah, pas tant. Ah ouais, pas tant, d'accord. Ok, bah ça, c'est super intéressant. Je regarde même en haut. Bon, la plupart, ils regardent leur téléphone, mais il y en a 2, 3 qui… Ok, super. Cette image, eh ben, sachez que c'est quand même une des plus reproduites au monde. C'est la Migrant Mother, donc la mère migrante, qui est capable, ou qui connaît l'autrice, ouais, voilà, ou l'auteur de la photo. Là, il y en a, ok, pas mal, ok.
c'est Dorothy Lange. Dorothy Lange, autre photographe du début du siècle, qui, elle, a eu comme travail de capturer la misère. Ça fait partie de ces photographes qui ont essayé d'illustrer la misère sociale à travers son travail photographique. Quand on regarde ces autres images, il y a une vibe très raisin de la colère. Hein. C'est très Steinbeck, forcément, puisque la majorité de son travail se situe pendant la Grande Dépression aux États-Unis. Oui, j'ai pas résisté, même si je sais qu'on n'a pas le temps. Arrête-toi de me perturber. J'ai pas résisté à l'idée de vous montrer quelques autres photographes qui ont capturé cette misère. Juste, vous pouvez noter leur nom. Leur travail est vraiment passionnant. Celui de Lewis Hine, avec tout le mouvement du social réalisme. Cette image de la petite est très très connue. Vous la connaissez sûrement aussi, puisque c'est lui qui a illustré le mieux le travail des enfants aux États-Unis. Qui a donné ensuite un grand débat national et plusieurs lois sur le travail des enfants. Vous avez donc Lewis Hine, le maître du social réalisme. Jacob Riis aussi, mais lui qui a illustré la pauvreté urbaine. Cette photo aussi très connue, je crois que le nom c'est La rue des voyous. Pareil aussi la situation des enfants qui étaient dans une pauvreté extrême. Pour aller faire un petit clin d'œil à un des photographes que j'adore, plus contemporain, c'est Bastao Salgado aussi, qui lui a orienté son travail sur le destin des migrants. Voilà. Allez, on revient sur notre photo. Je donne des petits détails avant. Donc, Dorothy, elle est missionnée par la Resettlement Administration. Vous avez eu l'accent. Alors, c'est pas le cas. Il n'y a pas vraiment de ministère de l'Agriculture aux États-Unis, mais s'il y avait un ministère de l'Agriculture, ce serait une portion, une fédération qui serait intégrée, dont le but, en fait, c'était de réinstaller, au début du siècle, dans les années 30, les agriculteurs qui étaient dépossédés de leurs terres par cette chose magnifique qu'on appelle le capitalisme sauvage, ou le capitalisme pour les plus révolutionnaires d'entre nous. Donc ils étaient dépossédés de leurs terres et on devait leur retrouver des endroits pour essayer de travailler. Voilà, et elle a notamment travaillé sur les migrants. Donc elle, ce qu'elle fait, c'est un travail de recherche. D'accord ? C'est un travail d'archivage. C'est une artiste, hein, c'est pas une photographe juste technique, c'est vraiment une artiste, mais elle travaille voilà, dans des destinations de recherche. Ce que je veux dire, c'est que ces images n'étaient pas destinées à être exposées au début. Et donc, quand elle prend des photos, le vrai titre de cette image, c'est celui-ci. Je vous le traduis vite fait. Destitute, attention, c'est un faux ami, c'est ramasseur de poids démuni en Californie, mère de 7 enfants, âge 32 ans. C'est vraiment des descriptions très analytiques. Et enfin, on connaît le nom de cette femme. Elle s'appelle Florence Owens Thompson et elle a été surnommée la Mona Lisa des années 30. Petit conseil, comme ça vous partez quand même avec des petits conseils techniques. Pour tous les photographes de portraits ou ceux qui veulent se lancer, on sait qu'en fait, on ne photographie pas une personne, un modèle avec qui on travaille pour la première fois ou une personne qu'on ne connaît pas directement. La première des choses qu'on fait, c'est jouer sur la distance avec notre sujet avant d'intégrer sa zone d'intimité. Sinon, pour capturer quelque chose de vrai, il faut prendre son temps. C'est ce qu'elle fait ici. Elle prend un plan large d'abord, elle voit le camp, elle s'arrête, elle voit cette famille, elle le prend de loin. On a en fait 6 photos sur cette situation particulière. Celle-ci avec la petite, ici en train de donner le sein. Cette autre photo aussi est assez connue, on l'utilise de temps en temps, mais bien sûr pas aussi connue que celle-ci, évidemment. Et maintenant, vous allez vous motiver à l'intérieur pour ne pas me laisser ces mains proches de vos fesses comme ça. Et vous allez essayer de déterminer pourquoi c'est un bon portrait. Je veux voir des mains se lever avec des idées super innovantes, super intéressantes. Oui, il va falloir hurler. Parce que... Ok, alors on va voir, c'est intéressant ce que tu dis. Parce qu'on va voir, tu vas voir qu'il y a un truc juste après, tu vas comprendre. Pas d'autres idées? Désolé. Ouais, vas-y, dis-moi tout. Parce que même sans connaître la situation, juste la photo nous fait comprendre la misère et la complexité de la situation de la mère et de ses enfants. La position, la composition de l'image liée à la position des enfants et au visage de la mère. Super. C'est ce que je voulais entendre. C'est très bien. Ce qui transparaît quand on voit cette image, la première chose, c'est l'émotion qui est vivace, vraiment, rien qu'en regardant l'image. D'accord ?
l'émotion, c'est toujours quelque chose de oh là là, je vais dire une banalité, de super important dans le portrait. Mais là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, sa position à elle dit tout sur la situation. Avec cette main angoissée sur son visage, sa situation, la posture, etc., on sait la misère dans laquelle elle est. Et en même temps, elle est en contraste avec la dignité de cette femme, de son regard, de la puissance qu'elle émet, malgré la difficulté qu'elle connaît. Je vous donne aussi d'autres points de détail. Pour moi, ce qui en fait aussi un grand portrait, ce sont les enfants. Quand on est photographe, on représente une portion de la réalité à travers un cadre. D'accord ? Nous, on est limité par un cadre. Donc notre rôle en tant que photographe, la première chose à penser, c'est qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ce cadre. La deuxième chose à penser, c'est qu'est-ce qu'on ne veut pas à l'intérieur de notre cadre. Chose qui est souvent oblitérée par notre cerveau. On se dit, OK, je veux ça, mais on oublie spécifiquement ce qu'on ne veut pas mettre. La dernière chose à penser, c'est qu'est-ce qui va être dans notre cadre, mais qui ne doit pas être vu d'une façon ou d'une autre. Ici, on ne voit pas les visages des enfants. Et ça, c'est très important. Ces enfants-là, ils sont anonymes. C'est tous les enfants du monde. On sent leurs émotions, on sent leurs difficultés par le simple fait qu'ils se réfugient à l'intérieur de leur mère, mais on ne voit pas leur visage. Ça, c'est un point important qui nous porte sur les symbolismes de l'image. Il y a aussi le sens de lecture. Vous savez que nous, on lit dans ce sens. On dit souvent que quand le regard se porte à droite, on regarde vers l'avenir, vers la gauche, on regarde vers le passé. Ça, c'est une interprétation. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que comme notre sens de lecture va de gauche à droite, en fait, ici, l'image est ouverte, c'est-à-dire que le regard nous porte vers l'extérieur, on continue notre lecteur du visage, de l'image. Si vous avez un élément, donc là le regard, qui vous bloque en plein milieu parce que là, le sens de lecture est rétrograde, et bien forcément vous êtes bloqué à l'intérieur de l'image. C'est pour ça qu'on dit que l'image est fermée. Et ça, nous qui sommes européens, donc notre sens de lecture est comme ça, et ben ça nous bloque quelque chose. Il y a quelque chose de bizarre, en fait, dans une image où le sens de lecture est contraire à celui dont on a l'habitude. Fait important. Tu parlais de l'appareil qu'elle a utilisé. Cette image, en fait, alors ça ne se voit absolument pas sur les écrans, mais en fait, elle n'a pas réussi à faire le point. Le point est fait sur les cheveux des enfants. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais il y a aussi un symbolisme derrière. Oui, peut-être. Mais évidemment, en fait, elle n'a juste pas fait le point. Elle n'y est pas arrivée, tout simplement. Donc, tout ça pour vous dire qu'une image qui n'est pas techniquement parfaite peut rester dans l'histoire. Ce n'est pas la technicité d'une image qui en fait sa force. Et enfin, cette image est retouchée. Je ne sais pas si ça se voit, mais en fait, là, il y avait un pouce, le pouce d'une petite qui tenait le rideau et qui essayait de regarder ce qui se passait. Donc voilà, Dorothy est passée dans l'IA de Photoshop et elle l'a enlevé, tout simplement. C'est formidable, les outils d'IA, n'est-ce pas? Non, elle l'a fait évidemment avec un petit pinceau comme ça. Mais voilà, c'est un fait très méconnu. Et évidemment, en fait, il y a l'apport culturel qu'on a intérieurement tous en voyant cette image. En fait, en regardant cette image, c'est une Vierge à l'enfant. La Vierge à l'enfant, c'est une des scènes qui est le plus représentée avec la crucifixion dans l'histoire de l'art classique. C'est la scène la plus représentée, donc la Vierge Marie avec Jésus-Christ, souvent accompagnée de Jean le Baptiste. Voilà. Donc là, je vous ai mis celle du Pérugin, mais il y en a des milliers et des milliers. Rien que Raphaël, par exemple, en a fait plusieurs centaines sur le même thème. Voilà, s'il y a plusieurs enfants, c'est ce qu'on appelle une vierge au chérubin et pas une vierge à l'enfant. Mais voilà, il y a tout ce symbolisme qu'on voit, qu'on a intériorisé nous avec notre culture dès qu'on voit l'image. C'est la vierge à l'enfant, c'est la mère courage, etc., etc. Du coup, cette image qui n'était pas censée être publiée, elle l'est pourtant dans le San Francisco News en 1936. Et l'impact et le débat est si fort que le gouvernement se bouge les fesses et envoie tout de suite 10 000 kilos de nourriture dans le camp. 10 000 kilos de nourriture que Florence, je vais l'appeler Florence, ne verra jamais, puisqu'elle avait quitté le camp. Et aussi, elle ne touchera jamais un centime sur cette image, évidemment. Mais le twist, c'est que son autrice non plus. Dorothy Lange n'a jamais rien touché sur cette image, qui est une des plus reproduites au monde à nouveau. Et petit fun fact,
Et ben, ça fait partie de ces images que ici en l'occurrence la photographe, n'aime pas, tout simplement. C'est un petit peu comme un chanteur qui a fait un hit, mais après il a fait 14 albums, mais on lui recommande toujours le même hit. Si je vous demande par exemple de me citer des photos de Robert Capa, ok, et ben à part la mort d'un soldat espagnol, je connais peu de gens qui vont me donner le titre d'une autre photo. Et ben c'est pareil, Capa détestait cette image, tout simplement. Voilà pour cette image et ce qui en fait... Oh pardon, jump scare, désolé, j'aurais dû prévenir. On va parler de ce monsieur. Bon, j'imagine que vous le connaissez, que vous l'avez déjà vu. Par contre, est-ce que vous avez déjà vu cette image? Oui, une personne. Oh, ok, tu es le seul à lire le Time, apparemment, puisque ça a été une des couvertures du Time en 2007. Qui connaît le photographe qui a pris cette image? Platon, bien joué, exactement. Platon, donc on l'appelle toujours Platon, de son vrai nom Platon Antoniou. Donc photographe contemporain, je voulais parler de quelqu'un d'actuel, donc j'ai choisi Platon, que j'aime beaucoup. Platon, donc lui c'est un photographe portraitiste qui a travaillé longtemps pour le magazine Esquire, qui a fait beaucoup de couvertures du Time, qui travaille actuellement pour le New Yorker. Je vous montre quelques-unes de ces images. On voit tout de suite son style, d'accord? On a déjà, alors que ce soit en noir et blanc ou en couleur, un contraste très fort, des lumières très maîtrisées, un fond toujours neutre. Platon, ce qu'il représente, c'est la physicalité de la personne. C'est vraiment sur son physique qu'il va jouer, avec ses contrastes, mais aussi avec ses perspectives totalement déformées. Si, pour les plus techniques d'entre nous, je pense que la question, c'est quel est l'objectif? C'est un 35 mm fisheye qu'il utilise sur un boîtier Hasselblad. Voilà, vous le saurez. Donc, fond neutre, contraste, déformation exagérée qui donne en fait ces portraits larger than life, si vous voulez. Donc, il est amené pour le magazine Esquire à photographier plein de gens connus. J'adore la photo avec Jim Carrey, par exemple. Et aussi des politiciens. Il va aller photographier des présidents, des dictateurs. Je vous laisse choisir l'ordre que vous souhaitez là-dedans. Et ce que j'aime chez Platon, en fait, c'est une certaine dichotomie dans ce qu'il fait. Je vous parle vite fait de ce portrait. Bill Clinton, tout le monde connaît Bill Clinton, sauf peut-être les plus jeunes que je vois là, ancien président des États-Unis. Les politiques se ruent pour aller faire leur portrait chez Platon. Ils adorent leurs portraits. Lorsqu'il déclenche, Platon dit à Bill Clinton « Show me the love ». Montre-moi l'amour, montre-moi de l'amour. Voilà la position de Bill Clinton. Alors, ils adorent leurs portraits parce qu'en fait, la contre-plongée, l'angle, ça donne ce sentiment de puissance. On le sait, en photographie, une contre-plongée, des grands angles, c'est un sentiment de puissance extrême. Là, c'est extrême de chez extrême. Si vous êtes comme moi, ce que je considère être une personne normale, vous vous dites, c'est peut-être un peu beaucoup là quand même. C'est peut-être à la limite du grotesque. Là, ses mains énormes, si vous faites le ratio, c'est la même taille que sa tête. Ses jambes, ce manspreading comme ça, bien en avant. La cravate qui pointe en flèche comme ça vers le cigare. En fait, on est en 2000. Il faut savoir que c'est 2 ans après l'affaire Levinsky. 2 ans après, on lui dit « Show me the love », il se met dans cette position et il adore son portrait. Je ne sais pas pour vous, mais ça en dit beaucoup sur l'ego de ces personnes. Et du coup, en fait, la technique de Platon, c'est il prépare toujours des petites questions spécifiques pour créer un lien. Il a très peu de temps pour photographier des stars, des machins et tout. Il doit créer un lien très très vite. Sa technique à lui, c'est de préparer des petites questions. En fait, il prépare quelque chose qui va pouvoir faire sortir quelque chose de son interlocuteur grâce à des questions. Tel un maïeuticien de la photographie. Personne là, celle-là? D'accord, bon, c'est pas grave. C'était quand même ma meilleure vanne. Vraiment, personne de là? Ok, non, c'est pas grave. Les blagues philo, j'oublie, c'est pas grave. Non, parce que Platon, qui était en fait l'élève de Socrate, donc la maïeutique, tu vois? Bref, Platon, Socrate, non, bon. Bref, je vous le traduis quand même. Désolé, il y a un peu de déception. Je l'avais travaillé, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Vous reconnaissez peut-être ce personnage, je ne sais pas. Ouais, il me semble que vous êtes toujours au milieu d'une tempête émotionnelle. Moi qui vis dans l'anxiété tout le temps, là on parle entre humains.
J'aimerais savoir comment vous faites pour naviguer dans la tempête. Il prend la photo et Trump lui répond « Je suis la tempête ». Voilà. Pour ceux qui ont la petite ref historique, oui, il y a un petit frisson dans le bas du dos quand même. Mais, ok, j'ai 55 secondes, il n'y aura peut-être pas de questions dans cette présentation, c'est pas grave. Vous savez quoi? Platon, on l'envoie en Russie, il arrive à Moscou comme ça, il est mis dans une limousine, on l'amène hors de Moscou, on l'amène dans un grand manoir, il y a des snipers comme ça sur les murs. On lui dit, ok, tu te mets dans cette pièce, il commence à installer son studio, il attend. D'un coup, il y a un aéropage comme ça de 25 personnes qui rentrent dans la pièce avec Poutine en plein milieu, des traducteurs, des communicants, etc. Et donc Platon, il est là, est-ce que je peux poser une question au président? Donc là, il y a quelqu'un qui se penche à l'oreille du président. Bonjour, oui, je parle pas russe. Désolé, ça va être très raciste. Mais voilà. Poutine y répond et dit oui, allez-y. Donc il dit écoutez, moi, là en venant jusqu'à vous dans l'aéroport et tout, j'écoutais les Beatles. Est-ce que Monsieur le Président connaît les Beatles? Bon, jamais les Beatles. Et là, silence. Poutine fait un geste, tout le monde sort. Dans la pièce, il ne reste plus que Platon, Poutine et un garde du corps au fond de la salle. Poutine commence à s'installer, il le regarde et il dit « Oui, je connais très bien les Beatles. Mais vous parlez anglais ?»« Bien sûr que je parle anglais. »« D'accord, installez-vous. C'est quoi votre titre préféré des Beatles ?»« Yesterday. » Et quand il répond, Platon déclenche. Si vous vous penchez... Alors attendez. Comme ça, ici, à peu près, eh ben, je vous jure que Poutine sourit. Alors... sourit pour Poutine, on est d'accord, je ne vais pas vous mentir. Mais il sourit un petit peu. Alors, évidemment, Yesterday pour un conservateur, oui, voilà, bon, c'est la blague. Mais évidemment, il va lui refaire un autre portrait. Et ce portrait-là, Poutine l'adore. Il l'adore pourquoi? Eh bien, de nouveau, la posture, il est sur un trône, il est énorme, il a les jambes comme ça, et surtout ce signe du doigt. Je ne sais pas si vous le voyez, vous, oui, vous pouvez me dire, oui, il est juste comme ça, il a posé sa main. Non, il dit, soumets-toi. Ce portrait-là, il l'adore. Parce que Poutine, qu'est-ce qu'il adore? Eh ben, c'est montrer qu'il a un gros fusil, c'est montrer qu'il sait nager comme ça en papillon, ce qui est super difficile, alors que nous, on galère avec la brasse comme ça. Il monte à cheval, il fait des randos à cheval, et après, il mange des mangues. Ça, c'est pour ceux qu'on la ref. J'ai goûté une mangue. Bref, il adore ce portrait. Le truc, c'est que Platon, c'est quelqu'un qui est très engagé politiquement. Et quand il va photographier des politiques comme ça, on ne sait pas, on n'est pas dans sa tête, mais peut-être qu'il n'apprécie pas forcément, et ben derrière, il prend rendez-vous avec les Pussy Riot et il les prend en photo. Et il leur donne la même puissance à travers sa photographie, entre le contraste, les poses, etc. Donc les Pussy Riot qui sont des opposants à Poutine, qui sont allés en prison à cause de ça, etc., etc., etc. J'ai très peu de temps, mais je lâcherai pas le micro. Je ne résiste pas à l'idée de vous donner un petit truc sur cette image et qui explique bien justement l'interprétation qu'on a d'une image. Poutine adore son portrait, celui-là. Là. Seulement ce portrait, il va commencer à circuler sur des réseaux LGBT en Russie, où on va peut-être un poil, gentiment, se moquer de la pose, de la situation, etc., du grotesque de ce portrait, et des gens qui aiment, de lui-même qui adore ce portrait. Et bien maintenant, ce portrait est interdit en Russie, vous n'avez pas le droit de le diffuser, sinon vous pouvez avoir des problèmes. Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Ce qui dit bien que l'interprétation change tout. Je ne résiste pas de vous montrer le travail moins connu de Platon. Ça, c'est extrait de son ouvrage qui s'appelle The Defenders, donc un nom de super-héros à peu près, où il montre, comme je dis, en fait, à chaque fois qu'il va photographier un politicien, derrière, il va photographier des luttes pour les droits, des gens qui luttent pour les droits, des lanceurs d'alerte, des révolutionnaires, des gens qui faisaient des manifestations, etc., etc. Donc, travail formidable. Je vais arriver à faire ma conclusion très rapidement. Désolé, arrête de me mettre la pression. Tout ça pour dire, un portrait raconte bien plus que ce qu'il représente visuellement. Ça, c'est ma petite catchphrase. Ce que je voulais dire, pourquoi j'ai choisi ces 3 portraits? Tout simplement parce qu'ils racontent beaucoup de choses. La première étape, quand vous êtes photographe, vous vous lancez dans le portrait,
Eh ben, c'est travailler sur l'esthétique de votre image, évidemment. Une belle lumière, des contrastes, on choisit un fond, on choisit quelque chose de très esthétique, on travaille sa composition. Ensuite, on se dit, bon, bah là, je maîtrise mon appareil, je maîtrise le portrait. Bon, bah, je vais devenir un artiste maintenant. Ah, mais je suis un artiste. Italien, j'ai le droit, je suis italien. Donc là, c'est pas raciste. Je suis un artiste. Moi, ce que je représente, c'est les sentiments, c'est la personnalité de la personne. Donc peut-être ici avec le portrait central. Mais ma conclusion, c'est que vous photographiez les grands de ce monde, que vous photographiez un concept interprété par une personne comme la misère, etc., ou que vous photographiez des gens lambda, des gens de votre entourage, des gens de n'importe quelle classe, et ben en fait le portrait, comme la photo de rue, comme la photo documentaire, et ben ça a aussi un aspect social, ça a un aspect historique et un aspect politique. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait penser dans vos prochains déclenchements. Voilà. Ma conférence est finie à 10 secondes près. Merci. Vous savez comment ça marche. À la fin, on essaye de vous vendre des trucs. Le souci, c'est que je suis une feignasse, j'ai rien à vous vendre. Donc, si vous êtes intéressé, parce que là, de partout, on va essayer de vous vendre des appareils, on va essayer de vous expliquer avec des formations comment marche la photo. Si vous avez l'envie de savoir aussi de temps en temps pourquoi on fait de la photo, bah, je vous invite à suivre ma chaîne. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose de plus à vous dire? Je ne sais pas si on aura le temps pour des questions. Je ne pense pas. Je regarde là-bas. Ouais, casse-toi. Je l'ai compris. Voilà. Si, je dis une dernière chose. Je ne lâcherai pas le micro. Vous m'entendez? Juste après moi, si vous aimez la photo de portrait, si vous aimez la photo avec une dimension sociale, restez parce qu'après, il y a un photographe qui s'appelle Bobby, Audio Bobby, qui est génial. Voilà. Je vous invite à rester. Si juste une personne peut s'en aller pour que moi, j'ai un siège. Mais sinon, voilà. Allez, merci à tous. Au revoir. Et t'es encore là? Eh ben écoute, j'espère que ça t'a plu déjà. Juste un mot pour te dire que toutes les confs sont désormais disponibles, donc celle de Sébastien des Fins 4, de Mathilda, si tu veux parler foot photo. Il y avait Audio Bobby, non, j'ai pas réussi à me faire signer son bouquin. Mais t'as aussi Lina Kézard, Édouard Salmon, qui a dû faire à lui seul une quarantaine de conférences. Il y avait Christophe Brachet, super travail sur la photographie de plateau. Jonathan Bertin aussi, très chouette. Alors lui, sa conférence, elle était à 17 h. Le mec, il est arrivé à 16 h 59. Ouais, je l'ai vu. Et oui, j'ai rien à foutre, moi je balance, moi. Clara Vincent, qui est une jeune photographe qui fait de la nature morte, c'est très chouette, j'ai découvert ça. Ouais, je sais, je parle que des gens que je connais ou que j'ai rencontrés là-bas, mais il y a quand même plein d'autres personnes super talentueuses, et tu peux les revoir toutes et tous sur la chaîne YouTube du Salon de la Photo, et ça c'est cool. Oui. Voilà, sur ce, je retourne à l'écriture du prochain documentaire qui devrait sortir, j'espère, avant la fin de l'année. Voilà, des bisous, abonne-toi, mets la cloche pour suivre les prochaines vidéos qui arriveront un jour. Ouais.